David Assouline, quelle est la part de tactique et quelle est la part de conviction dans ce que dit le chef de l'État ce matin ? Il y a surtout de la tactique, mais assez déplorable à ce moment-là, parce que tout le monde reconnaît qu'Emmanuel Macron est assez intelligent, et là, il joue un peu à l'imbécile. Parce que moi qui ai jamais mégoté sur le fait de faire barrage sans hésiter au Front National, c'est-à-dire que pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, il y avait un danger concret. Si ce n'était pas Emmanuel Macron, c'était Marine Le Pen. Là, on comprend, c'est pas de l'invention, c'est pas de la construction. Là, aujourd'hui, on oublie de dire qu'aux dernières élections européennes, le Front National est arrivé largement en tête, avec 25,4% des voix. LR était derrière à 21% et le Parti Socialiste était à 14%. C'était déjà un coup de semonce terrible. Donc, quoi de neuf ? On n'a pas fait baisser le Front National. Et ils ont gagné quelques alliés au niveau européen. Et donc, c'est un échec aussi de nous en partie et d'Emmanuel Macron aujourd'hui, parce que cette façon de contester le pouvoir en place en votant Front National n'a pas été suffisamment combattue frontalement. Au contraire, aujourd'hui, je considère qu'on lui fait la courte échelle sur le plan social comme sur le plan des valeurs, parce que l'immigration, aujourd'hui, qui est un des thèmes du Front National, eh bien, on court plutôt derrière, plutôt que d'opposer une autre vision de l'Europe ouverte. Donc, je veux dire seulement qu'aujourd'hui, ce n'est pas voter Macron ou voter pour son parti qui va changer la donne européenne au Parlement. Tout le monde le sait. Ni même... bon, donc, quelles sont les deux forces qui vont constituer ou qui peuvent constituer des majorités? Les sociodémocrates, avec un Pedro Sánchez en Espagne, qui a montré quel peut être le renouveau des socialistes en augmentant le SMIC de 22%, c'est-à-dire en faisant une politique de gauche. Monsieur Costa au Portugal, qui est venu hier réaffirmer son soutien à la liste socialiste. Soutien Macron aussi, je crois, en même temps, non ? Non, il est venu hier affirmer son soutien à la liste socialiste. Une vidéo sur son meeting. Non. Mais... Et puis ensuite, il y a en face le PPE, qui lui n'a pas M. Sanchez ou M. Costa à ses côtés, mais M. Orban. Donc, et qui construit quelque chose qui demain peut être une alliance avec les nationalistes comme le Front National et offrir une alternative dangereuse pour la France. Virginie, donc moi je dis, si on veut voter d'abord pour ses idées, voilà, c'est une élection à proportionnelle, on ne va pas à chaque fois nous dire qu'il faut voter utile. Mais même si on veut voter utile, aujourd'hui, pour cette élection, c'est un mensonge grossier de dire que l'alternative est entre une liste de Mme Loiseau et une liste de Mme Le Pen. Alors, écoutez, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, finalement, il nous refait le même coup que pendant l'entre-deux tours des élections présidentielles, où c'était moi ou le chaos. Depuis 2017, finalement, on a eu Emmanuel Macron et le chaos. Et là, il essaye de faire croire que, alors qu'il y a 34 listes, eh bien, il faudrait une nouvelle fois sauver le soldat Loiseau qui fait une campagne épouvantable, qui ne remplit pas les salles. Et moi, j'en appelle aux électeurs de la droite et du centre. Nous avons un candidat, François-Xavier Bellamy, qui porte haut nos couleurs et qui porte une véritable alternative entre, d'un côté, un message porté par Emmanuel Macron qui souhaite une Europe fédéraliste et d'un autre côté, une Europe telle qu'elle est prônée par les extrêmes et qui, pour nous, n'est pas la solution. Donc je crois qu'il y a une alternative et que, à contrario de 2017 où les Français, à l'occasion du deuxième tour, ont fait un vote par défaut, eh bien là, je crois qu'ils ont l'opportunité de voter en fonction de leurs convictions. Et chez les Républicains, nous avons 75 propositions. Nous sommes le premier parti à avoir mis en lumière, je dirais, les 7 piliers que nous défendons donc, sur le programme en matière d'Union européenne au moment de notre Conseil national à Menton. Et vous avez d'autres partis qui ont attendu le dernier moment pour finalement proposer un programme qui n'est pas très cohérent et qui est une composante, l'agrégation finalement de personnalités issues de la gauche plurielle. Donc je crois qu'il faut que les Français en soient bien conscients. Alors juste une précision sur Antonio Costa, le Premier ministre portugais, parce qu'en fait vous avez tous les deux raison, comme ça on va vous contenter. Raphaël Glucksmann revendique et a affirmé sur Twitter le soutien d'Antonio Costa, et puis effectivement il a aussi rencontré Emmanuel Macron, rencontre à l'issue duquel les deux dirigeants ont appelé à bâtir une grande coalition des progressistes. Ah oui, donc, justement, voilà. c'est ça que je voulais dire. C'est autre chose, Excusez-moi, ça. mais c'est pas un détail.
Parce qu'en fait, il y a une duplicité, il y a un truc dont personne ne parle dans cette campagne. C'est que tout le monde vient sur les plateaux de télévision et fait semblant qu'ils ne sont pas d'accord. Mais la réalité, c'est que vous êtes tous en train de préparer la grande coalition qui va gouverner l'Europe demain. Une gros coalition allemande, Séjourné, mais bien sûr, M. Séjourné, par exemple, a dit... nous allons construire demain une coalition avec le PPE, donc la droite au Parlement européen, les Verts, le Parti socialiste et les macronistes. Et peut-être que M. Séjourné dit ce qu'il veut, mais M. Timmermans, qui est le candidat à la présidence de la Commission européenne que soutient le Parti socialiste aujourd'hui, est sur la même longueur d'onde et a adressé un message à Emmanuel Macron en disant il va falloir que demain on gouverne en Europe. Donc c'est pas un détail, la réalité c'est que... Cela dit, c'est quand même le mode de fonctionnement de l'Union européenne et du Parlement, Emmanuel Bompard. Il n'y a pas de majorité au Parlement. Ceux qui le souhaitent ont le droit de le faire, mais il faut le dire dans la campagne. Sur votre précision. Et il ne faut pas avoir un discours qui soit insincère. Il faut dire qu'à la fin, ils vont gouverner ensemble l'Union européenne. Je crois que c'est utile pour les électrices et les électeurs. Une pression sur la précision, alors. Bah oui, parce que vous avez dit hier, M. Costa est venu apporter son soutien à M. Glucksmann. Il apporte son soutien au vote ici. Qu'il soit partisan d'une alliance progressiste au niveau européen, ça c'est son problème et sa déclaration. Maintenant, je vous dis concrètement, sur qui il soutient en France dans cette élection qui a lieu dans quelques jours, c'est bien M. Glucksmann. Et M. Bompard a beau spéculer. Vous savez, il y a des rapports de force qui vont se faire. Et aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'aucune des questions fondamentales que l'on a à traiter ne se fera en dehors du cadre européen. Il faut une Europe. Je vais vous dire, mais il n'y a pas de avec. Moi, je parle concret. Moi, je parle très concret. Alors, il y a une directive qui est passée, droit d'auteur, qui permet aujourd'hui de faire que Google et les grandes plateformes arrêtent de spolier le travail des journalistes, de la presse et des créateurs. On a tout fait avant. Je suis dans ce combat depuis un bout de temps. L'Espagne a essayé. On a dit, on vous déférence. L'Espagne a arrêté. L'Allemagne a essayé, plus grand pays. D'accord. Attendez. Si ce n'était pas une décision européenne, Google continuait. Aujourd'hui, ils doivent arrêter et verser des centaines de millions à la presse parce que l'Europe, c'est parfois l'échelle pour faire face à des monstres et des géants économiques. Mais on peut que être d'accord avec ça. Et vous pouvez arriver avec vos optimistes, dire on va tout faire, nous, Français, tout seul. C'est possible de faire beaucoup de choses. Monsieur, je ne dis pas avec les amis de Mme Merkel et de M. Juncker. Parce que vous n'allez pas lutter contre la fraude fiscale avec les amis de M. Juncker. Vous voyez, le président d'un paradis fiscal. Moi non plus, mais je pense qu'il faut créer... C'est ce que vous êtes en train de préparer, dites-le aux gens. Il faut faire de toute façon, des compromis pour faire avancer l'Europe, parce qu'on n'est pas seul. Donc une grande coalition. Et deuxièmement, non, il faut continuer. Et sur la transition énergétique, qui est un enjeu d'avenir pour nos enfants, à la présidence de la Commission européenne. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Non, mais répondez juste à cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit donc le candidat que vous soutenez pour la présidence de la Commission européenne, qui est de faire cette grande coalition? Vous racontez n'importe quoi. Non, je raconte pas n'importe quoi. Vous continuez à agiter des choses et vous masquez le fondamental que sur le plan international, vous vous taisez par rapport à Vladimir Poutine et aux dangers qu'il peut représenter. Par exemple, ça, c'est rien dans le débat européen. La boîte à mœux de Poutine qui arrive parce que vous êtes déstabilisé dans le débat. L'arithmétique est compliquée. 216 élus PPE, 187 sociodémocrates, 75 du groupe CRE, c'est-à-dire ils se veulent réformistes et européens conservateurs. Il y a dedans le PIS polonais, droit et justice. Il y a dedans les vrais Finlandais qui sont en train de partir vers l'extrême droite. C'est compliqué. 58 libéraux, peut-être abondés par les élus macroniens, 52 gauche unie et ensuite 52 les Verts aussi. Et on voit que ça s'émiette. Quelle possibilité? Le PPE tout seul, non. Le PPE en co-gestion avec les sociodémocrates, comme c'est le cas depuis 3 mandats, non. C'est fini, on arrive au bout de ce modèle. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer une majorité PPE plus les libéraux, en demandant au PPE de se débarrasser de son aile droite, sinon les libéraux n'iront pas, donc d'Orban? Est-ce qu'il va se passer une majorité arc-en-ciel, sociodémocrate, verts, gauche réformiste, libéraux, macroniens? Est-ce que ça fait une majorité? Et donc, ça rejetterait le PPE vers sa droite la plus dure, le groupe CRE, le groupe éventuellement Europe des Nations. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas tellement la dislocation, le risque, comme le dit Macron. C'est la paralysie. C'est le fait qu'on n'arrive pas, entre le 27 mai et le 2 juillet, à coaguler des majorités, et que donc, au moment de choisir le président de la Commission, les commissaires, le président de la Banque centrale aussi, eh bien, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et ça va rendre la deuxième mi-temps, si j'ose dire, très compliquée, mais aussi très passionnante, parce qu'en effet, après, c'est pour prendre des décisions qui s'imposent à tous les peuples, et en effet, dans des tas de domaines, hors de l'Europe,
point de salut en termes d'échelle. Et on s'aperçoit ce matin que les oppositions ne sont pas d'accord entre elles, et c'est à la fois très rassurant pour le débat démocratique, et ça nous permet d'avancer. Virginie Duby-Muller, dans l'interview du chef de l'État ce matin, il y a une phrase, c'est « l'Europe est par lâcheté devenue le bouc émissaire des dirigeants nationaux ». Est-ce qu'il y a une responsabilité globale de la classe politique, tous bords confondus, sur le fait que cette Europe ne fasse pas très envie ? Parfois, effectivement, c'est la facilité de considérer que c'est la faute à l'Europe. Il prend l'exemple de la SNCF, par exemple. Il dit c'est pas l'Europe. La SNCF, c'est pas l'Europe. Faux. Mais je crois que, voilà, au contraire, il faut se poser les questions. Pourquoi cette Europe, elle ne fonctionne pas ? Et c'est ce que nous proposons chez les Républicains, de rester dans l'Europe. C'est notre volonté profonde, mais de la refonder. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas efficace sur un certain nombre de sujets. C'est le cas sur l'immigration. Donc, il faut effectivement la transformer de l'intérieur. Et moi, je tiens à saluer l'action du PPE. Chez les Républicains, eh bien, nous savons que nous siégerons dans ce groupe politique qui a eu des résultats extrêmement positifs. Vous avez cité la directive droit d'auteur, c'est quand même grâce au PPE. Il y a également le PNR, le Passenger Name Record, qui permet d'avoir accès à la liste des passagers pour tout ce qui concerne les autorités de renseignement, et en matière de lutte contre le terrorisme, c'est très efficace. Donc voilà, il y a quand même des résultats positifs. Il y en a d'autres sur lesquels il faut que nous nous refondions de l'intérieur, et c'est l'objectif chez les Républicains. Mais contrairement à d'autres partis qui ne savent pas encore avec qui ils vont siéger, qui envisagent de créer un nouveau parti, qui envisagent d'être un pivot. Pour ne pas les citer. Exactement. Dans le cadre de ces futurs résultats, il y a quand même une incertitude, et nous préférons la clarté. C'est le cas à la fois pour le parti avec lequel nous allons siéger, et c'est le cas également pour notre programme. Donc je crois que... Je peux poser une question sur la clarté à madame. Que pensez-vous de ce retour en arrière sur le droit à l'avortement, où M. Bellamy ne condamne pas ? Vous êtes pour nettement le fait de... Ce n'est pas le débat. Il y a une loi, il n'entend pas revenir dessus, ce n'est absolument pas un sujet européen. Ah bon ? Vous ne voyez pas que dans toute l'Europe, le fait qu'il y ait une pression conservatrice, la question du droit des femmes en général, et en particulier le droit à l'avortement, est remise en question ? Il n'est pas du tout. Vous ne voyez pas que dans toute l'Europe de l'Est, vos alliés le remettent en question ? C'est une question. Et écoutez, François-Xavier Bellamy a fait part de son avis personnel. Qu'il était pour le remettre en cause, ou en tous les cas qu'il n'avait rien à dire là-dessus quand il était remis en cause. En tant que tête de liste, ce n'est pas un sujet sur lequel nous reviendrons chez les Républicains. Et les femmes en particulier sont attachées à ce droit. Mais c'est un enjeu européen ou pas pour vous ? Ou vous pensez que c'est derrière nous ? Pour moi, c'est derrière nous, c'est un acquis. De fait, dans le débat politique français, pour l'instant, la question ne se pose pas. C'est un acquis, la question ne se pose pas. Oui, mais on est dans une élection européenne, et dans une élection européenne, on pose cette question-là. Et il y a des pays aujourd'hui où la question de l'avortement est... Ce n'est pas le cas de la France. Oui, mais d'accord, mais si on revient les sur ce candidats droit-là... sont parlementaires européens. On voit bien comment l'Europe doit gagner sa légitimité dans les années qui viennent pour s'occuper de sujets qui ne sont pas les siens actuellement. Les sujets d'éthique, en effet, et entre l'Irlande, l'Italie, l'Est, sur le droit des femmes, sur l'avortement, sur le mariage homosexuel, il y a évidemment beaucoup de différences avec d'autres l'Irlande, pays. ils ont pas mal avancé. Ils ont avancé notamment quand ils étaient dans le cadre européen, quand on continue, sans que ce soit une directive européenne. Il n'y a pas que les directives, il y a aussi juste la pression amicale des pays avec lesquels on a une aventure commune. La mobilisation citoyenne, M. Barbier, aussi, beaucoup. Très forte mobilisation citoyenne. Qui se facilite par le sentiment européen. Erasmus a beaucoup fait pour ça, les jeunes circulent entre eux, communiquent entre eux. Les citoyens irlandais. Et voilà, et le fait de partager un destin commun, que ça devienne des institutions ou non, des directives ou non, finalement, ça joue dans cette histoire commune. Après, il y a d'autres domaines où ça sera plus difficile. La convergence des salaires et des fiscalités. On voit bien que c'est un enjeu qui commence à affleurer. Chacun voit midi à sa porte. On n'a pas les mêmes réponses du côté de la France Insoumise ou du côté de la République En Marche. Mais on voit bien que dans les années qui viennent, faire en sorte que les modèles économiques et sociaux convergent tout en gardant leurs différences et éventuellement une latitude de concurrence. C'est une piste à creuser. C'est ça le nouvel étage de la fusée européenne. Ne pas voter, dit le président ce matin, c'est décider de donner sa voix à ceux qui ne veulent que détruire. On vous entend tous les trois très convaincus avec vos programmes de campagne, sauf qu'on est toujours à 4 électeurs prêts à se déplacer dimanche. Ça veut dire que tout, d'abord, peut basculer. Ça veut dire aussi que, pour l'instant, vous n'êtes pas audibles les uns les autres. La question européenne est une question sur laquelle les citoyens... Non, mais depuis 2005...
Au moment où les Françaises et les Français ont voté majoritairement contre le traité constitutionnel européen, et la majorité dirigée par M. Sarkozy à l'époque a passé le traité de Lisbonne, mais avec la complicité des députés socialistes. Mais il n'y avait pas de plan B. Attendez, monsieur. Les vainqueurs du non n'ont pas réussi à incarner autre chose. Mais la réalité, c'est que les gens se sont dit, on nous a demandé notre avis, nous sommes allés voter. Et finalement, c'est l'inverse qui a été fait. Pas l'inverse, ça vient par la fenêtre. Et il faut arriver à attaquer cette défiance. Mais regardez, parce qu'il faut expliquer à quoi ça va servir. Et il faut aussi expliquer à quoi ça ne va pas servir. Oui, les traités européens tels qu'ils sont aujourd'hui, ils empêchent de s'attaquer aux défis qui sont devant nous, mais ce n'est pas l'élection européenne qui va permettre de les remettre en cause. Par contre, envoyer des parlementaires européens, ça va permettre de faire avancer un certain nombre de choses. Le président de la République, vous disiez dans son interview tout à l'heure, il a dit « Le rail, la privatisation de la SNCF, c'est pas ma responsabilité. » Mais grosse blague. Il a dit c'est c'est pas la responsabilité de l'Europe. Mais grosse blague, il y a eu 4 paquets ferroviaires au Parlement européen qui ont été votés. Et je veux dire aux gens qui nous écoutent, le 4e paquet ferroviaire, il a été voté au Parlement européen avec 24 voix d'avance. Donc s'il y avait eu 24 parlementaires européens de la France insoumise à l'époque, il n'aurait pas été voté. Voilà à quoi ça sert le Parlement européen. David Assouline. Oui, sur ce que dit Emmanuel Macron, d'ailleurs, c'est paradoxal parce que c'est vrai que l'enjeu de la participation est fondamental, comme à chaque fois. C'est un enjeu de citoyenneté. On voit. Et là, en plus, c'est un tour. Donc vraiment, il n'y a qu'une chance. Oui, et on voit, depuis que la participation aux élections générales baisse, en termes de valeur, ce que ça coûte dans la société. Violence du débat public, violence tout court, populisme. Donc, vraiment, c'est le nœud, encore une fois. Et dans sa fonction, il aurait été beaucoup plus utile, à 4 jours d'un scrutin, si c'est le président de la République. C'est-à-dire celui de tous les Français, de la France, de l'intérêt de la démocratie et de la République, de construire un argumentaire pour appeler à voter. Mais venir dire, par le petit bout de la lorgnette, que l'Europe va se défaire si on n'envoie pas Madame Loiseau au Parlement européen, mais c'est une farce. C'est rabaisser même à quoi il peut être utile. Il est utile, le président de la République, même si je le conteste, mais à défendre l'intérêt général, la France, et en particulier dans ce moment où on voit ce danger. Et d'ailleurs, la participation est souvent liée à la place et à la force que prennent les populistes et les nationalistes. Quand il y a beaucoup de participation, Madame Le Pen est renvoyée un peu plus, un peu moins d'ailleurs, de présence. Donc je veux dire que sur cette question-là, il va y avoir un enjeu pendant des années au niveau européen pour convaincre que dans un monde où il y a la Chine, où il y a les États-Unis, de Trump, l'Europe, avec ses valeurs, peut être quelque chose qui redonne espoir, et notamment sur la question de la transition énergétique, mais avec ses valeurs. Or, je constate que les Républicains que vous représentez, aujourd'hui, sur cette question, et en réaffirmant un soutien à Orban, et sur des questions de valeurs que symbolise, par exemple, la question du droit à l'avortement, vous êtes en retrait. Vous êtes en retrait, si ce n'est complice. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'alternative est en termes de vote utile numérique pour qu'il y ait une autre majorité au Parlement européen, mais aussi pour défendre ces valeurs fondamentales qu'on a toujours défendues, avec Jacques Delors en particulier. Il faut voter pour la liste socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Virginie Duby-Muller, c'est l'échec de tout le monde, cette mobilisation qui s'annonce très faible ? C'est vrai que c'est très regrettable le fait qu'on annonce une abstention aussi élevée pour une élection ô combien importante. Alors qu'il y a en plus quand même 35 listes, donc les Français ont quand même le choix, et je pense que parmi ces 35 listes, il y en a quand même 24 qui correspondent à leurs convictions. S'agissant aussi le fait qu'on ait changé le mode de scrutin, Emmanuel Macron a choisi de revenir à une liste nationale. Et ça, je pense que c'est aussi un élément qui fait qu'on éloigne encore un petit peu plus les députés européens. Lorsqu'on avait ces grandes régions, au moins vous aviez des députés européens. Ils étaient tellement grandes. Oui, mais on les voyait, ils étaient présents, ils connaissaient les enjeux locaux et ils pouvaient les porter à l'échelon européen. Là, vous avez des listes nationales avec des personnes qui sont un petit peu moins bien identifiées, que l'on ne reverra pas. Enfin, moi, je souhaite en tout cas que nos candidats, on les revoie après la campagne des européennes sur le terrain pour porter des sujets concrets et pragmatiques. Et là, je pense que la volonté d'Emmanuel Macron d'avoir modifié le mode de scrutin est aussi un élément qui éloigne les citoyens de cette élection.